la rencontre, le sommet spécial du Conseil européen prévu à Bruxelles jeudi prochain. Docteur Evina, première réaction justement sur ce plan de paix proposé par l'Europe. Le plan de paix, on le rappelle, prévoit un cessez-le-feu aérien, maritime et des infrastructures énergétiques qui durent un mois et ne concernerait pas des actions terrestres, car en raison de la longueur du front, il serait très difficile de vérifier que le front est respecté. La deuxième partie de ce plan suppose que les pays européens envoient un contingent de maintien de la paix en Ukraine, mais à ce stade, à un stade ultérieur. Alors, que vaut cette, je ne veux pas parler de contre-proposition, même si le terme aujourd'hui serait approprié compte tenu de la démarche, aussi bien en Europe que celle engagée il y a quelques jours justement par Moscou et Washington. Mais de façon générale, Dr Evina, que vaut pour vous cette proposition européenne, ce plan de paix qui est aujourd'hui proposé? Allô? Ah oui, c'est moi. Oui, allez-y, c'est vous, Dr Evina. Dr Evina. Oui, ok. Oui, justement, ayant écouté les informations selon lesquelles il y a eu un sommet à Londres, je pense que l'Europe essaye d'exister dans une situation où elle est mise à nu, où nous découvrons que c'est un géant au pied d'argile, qui est une Europe où l'inflation est galopante, une Europe où le tissu industriel est pratiquement à plat, mais qui s'attend et qui vivait sous la dissuasion militaire des États-Unis. Aujourd'hui, il se réveille de ce cauchemar et essaye d'exister tout simplement en voulant profiter de la continuité de la guerre, qui ne les profite déjà pas, et pensant pouvoir lever la tête parce qu'ils sont mis à nu. Nous croyons sincèrement que les mesures qui ont été prises, déjà que le secrétaire d'État aux armées britanniques venait de le dire il y a quelques heures, que l'accord sur le cessez-le-feu entre Londres et Paris n'a pas été arrêté. Ils n'ont pas été d'accord sur tous les points, mais il s'agit du président français qui a voulu, comme d'habitude, apporter un narratif propagandiste pour montrer combien de fois l'Europe était forte, combien de fois l'Europe pouvait dire un mot, comme si on leur demandait leur avis, comment des gens qui depuis le début, ont financé une guerre, peuvent se lever aujourd'hui parlant de la continuité de ce financement tout en évoquant la paix et un cessez-le-feu. Ce n'est qu'un stratagème pour pouvoir continuer pour permettre à l'armée ukrainienne de souffler un peu, cette armée qui, sur le champ de bataille, s'est carrément écroulée et dont le ravitaillement en termes de logistique est presque interrompu du fait qu'il y a des dissensions au niveau de l'Union européenne même et aussi du fait que les États-Unis n'ont pas encore tiré leur épingle du jeu voulant à tout prix arrêter cette guerre. Comment l'Europe peut-elle unilatéralement estimer mettre un cessez-le-feu dans un conflit où ils sont partisans, où ils sont plus pour l'Ukraine? Est-ce que la Russie permettra que l'Europe puisse imposer ce cessez-le-feu? Et par quels moyens seront-ils capables d'imposer un cessez-le-feu vis-à-vis d'une superpuissance qui est celle de la Russie en termes de dissuasion et d'expérience de combat? Lorsque nous savons que cette Europe, même sur le plan militaire, est pratiquement en lambeaux du fait qu'il n'y a pas une armée européenne, et ce n'est qu'une pensée qui reste encore loin d'être accomplie et qui est incapable même de parler d'une seule voix. Nous avons la Hongrie, la Slovaquie et bien d'autres pays qui ne sont pas d'accord avec les langues va-t-en-guerre de Londres et
et de Paris. Donc, je pense sincèrement que ce n'est qu'une manière pour l'Europe d'exister, et parce que l'Europe a peur d'une chose, ce n'est pas d'être envahie militairement par la Russie, mais l'Europe sait que, ayant perdu cette guerre, ils seront gouvernés par la Russie, sur le plan idéologique, sur le plan politique, parce que les partis qui nationalisent se lèvent un peu partout, et les pourcentages montrent que dans les années à venir, cette Europe ne sera plus l'Europe néolibérale, mais ce sera une Europe où le mouvement nationaliste est en train de prendre de l'ampleur et va envahir carrément toute l'Europe. Donc, je crois sincèrement que ce n'est qu'une manière pour l'Europe de vouloir tirer d'une certaine manière, sachant qu'ils ont déjà perdu la guerre, l'épingle du jeu, et ce sera très, très difficile pour eux. Voilà. Merci à vous, docteur Evouna. Alors, Adama Inas, quelles sont les chances de réussite justement de ce plan de paix? Tout à l'heure, je suis revenu sur deux grandes lignes. On parle dans un premier temps d'un cessez-le-feu, revenant justement sur certains points bien précis. Le plan prévoit un cessez-le-feu aérien et maritime, des infrastructures énergétiques qui dureraient 1 mois et ne concerneraient pas les actions terrestres. La deuxième partie du plan suppose que les pays européens envoient un contingent de maintien de la paix en Ukraine, mais à un stade ultérieur, une fois que le cessez-le-feu aurait été implémenté, ou du moins lorsqu'une paix durable aurait été trouvée du côté de l'Ukraine. Dans un contexte marqué par des divergences, des dissensions pratiquement sur la scène internationale, où on se regarde en chien de faïence entre Européens et Américains, en ayant également de l'autre côté la position russe vis-à-vis de ce conflit, ce plan a-t-il de réelles chances d'aboutir, ce plan proposé par les dirigeants européens? Nous pensons que ce plan de paix n'est plutôt pas un plan de paix, mais un plan de guerre. Ça me permet de revenir sur une des citations du capitaine Ibrahim Traoré: pour préparer la paix, et pour avoir la paix, il faut préparer la paix, il faut faire la guerre. Je pense que les Occidentaux sont en train de faire la guerre, du moment où dans les différentes propositions, il y a, selon eux, le renforcement militaire de l'Ukraine, n'est-ce pas, et aussi l'envoi des troupes occidentaux en Ukraine. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est de la perfidie, c'est une manière de berner la Russie, le temps que la Russie baisse sa garde pour contre-attaquer. Il faut noter que la Russie avait été candidat à l'adhésion à l'OTAN, et ce sont eux-mêmes, membres de l'OTAN, qui ont refusé, pour montrer toute leur envie de dominer le monde et d'être les seuls bénéficiaires des ressources naturelles du monde entier. Et d'ailleurs, dans la charte de l'impérialisme, c'est noté dedans, où ils ont clairement stipulé l'attaque et l'agression des autres États, leur soumission, afin de pouvoir bénéficier de leurs ressources naturelles. Je pense qu'ils sont dans cette même vision-là, en voulant soumettre la Russie, et ils savent pertinemment que le multipolarisme ne va pas dans leur sens, où la Russie sera leader de ce multipolarisme. Pour eux, la Russie, comme Evouna l'a dit, la Russie va les gouverner idéologiquement et même économiquement, puisque les autres États qui veulent s'allier à la Russie pour former les BRICS sont les pays émergents, qui aussi ne sont pas très pauvres en matière de ressources naturelles, et aussi les Africains qui sont en train d'être éveillés et qui sont en train de pencher vers le multipolarisme. Donc les Occidentaux sont en train de perdre pied partout, et pour eux, si la Russie tombe, tout ce bloc-là tombera également, et ça leur permettra d'être les seuls à diriger le monde, les seuls à bénéficier des ressources naturelles du monde. Donc, leurs différentes propositions, certes, ils demandent un cessez-le-feu, mais naturellement, eux-mêmes, ils sont en train de se préparer pour contre-attaquer la Russie, afin d'être toujours les leaders de ce monde. Sinon, à quoi bon, en voulant proposer des résolutions de paix, à quoi bon renforcer militairement l'Ukraine, à quoi bon d'envoyer des missiles, d'envoyer des contingents en Ukraine? Nous savons que les différents contingents de cessez-le-feu ou de maintien de paix que nous avons vus en Afrique ici n'a rien foutu. Nous avons l'exemple de la Centrafrique. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la guerre entre le M23 et les FARC.
nous les avons vus au Mali ici, plus de 10 ans, où plutôt le terrorisme a encore plus gagné en terrain que de diminuer. Un peu partout où il y avait eu des contingents de maintien de paix, au contraire, la situation s'est envenimée malgré leur présence. Donc je pense que c'est une autre manière de berner la Russie, de l'amener à baisser sa garde et de finalement poignarder dans le dos de la Russie. Sinon, si l'OTAN s'était contentée des premiers accords où la Russie avait demandé à l'OTAN de ne pas envoyer une extension vers la Russie, mais de se contenter de ses États, cela n'allait pas arriver. L'Ukraine n'allait pas être le champ, le théâtre d'une opération spéciale de la Russie. Donc, il faut noter que ce cessez-le-feu, si la Russie l'a accepté, bien étant beaucoup plus méfiant envers l'OTAN, si la Russie accepte ce cessez-le-feu, certainement la Russie aurait, en tout cas, ses pions, ses stratégies, ses stratagèmes pour, en tout cas, les aborder. Sinon, pour moi, ça, ce n'est pas une des résolutions de paix, mais c'est plutôt une perfidie qui se prépare, une manière de contourner la Russie et de poignarder la Russie dans son dos, tout en bénéficiant de ses ressources naturelles et, en tout cas, aussi attirer les autres États qui penchent plus pour le multipolarisme, les faire comprendre, de commercer avec eux, d'avoir des ouvertures économiques pour avoir un peu plus de force et puis surprendre la Russie d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, Mikhail Cheremeb, député à la Douma et membre de la commission de sécurité, a qualifié le plan du président français Emmanuel Macron de stratagème pour gagner du temps et regrouper justement les troupes ukrainiennes. Selon lui, de telles demi-mesures sont absolument inacceptables et sans intérêt. Ce n'est qu'une ruse politique, un stratagème d'Emmanuel Macron pour gagner du temps, créer de nouveaux canaux de livraison d'armes à l'Ukraine et regrouper des troupes ukrainiennes. Alors, quelle est, docteur Evuna, la Russie, ou du moins Moscou, a-t-il raison, ou du moins la Russie a-t-elle raison aujourd'hui de se montrer tout de même prudente vis-à-vis de ce plan de paix qui pourrait, dans le fond, être tout sauf un plan de paix, mais une façon pour l'Europe de gagner du terrain avec pour objectif principal de continuer à soutenir militairement l'Ukraine? Ce qui se passe, c'est que la Russie n'a pas de regard sur l'Europe. La Russie n'attend rien de l'Europe, encore moins de la France. La Russie a réussi sa stratégie de mise en place de négociations de paix avec une superpuissance dont la Russie a toujours voulu parler d'égal à égal avec les États-Unis. Aujourd'hui, cela est fait. Quel que soit ce que se passe à Londres, ce n'est que pour la Russie des agitations. Ce n'est qu'une manière pour l'Europe c'est comme si lorsqu'on a coupé la tête d'un poulet et qu'il continue à s'agiter. Et c'est ce regard que la Russie a, parce que au regard du plan de paix, par exemple, le deuxième point qui parle d'envoyer un contingent militaire européen en Ukraine, comment pourront-ils arrêter la progression de la Russie, où la Russie a sur le terrain environ 700 000 hommes, et l'Europe qui n'a 700 000 hommes qui sont sous un même commandement, alors que l'Europe, l'Union européenne, parlons seulement de l'Union européenne, avec ses pays avec ses armées d'abord très faibles vis-à-vis de l'armée russe, qui va commander, qui va diriger le commandement de ces soldats de maintien de la paix, soi-disant maintien de la paix? Comment pourront-ils occuper toute la ligne de front qui est faite des kilomètres, de nombreux kilomètres? Donc, c'est pratiquement impossible. Et les Russes le savent. Tout ce dont les Russes attendent, c'est ce qui a commencé avec les États-Unis, et que par la suite, le document de négociation de 2022 qui avait commencé en Turquie soit mis sur la table, et c'est ce qui a été fait. Mais au regard de ce qui se passe à Londres ou à Paris, la Russie, ça ne fera pas reculer l'ours. La Russie se moque même. Comme quelqu'un dirait, Vladimir Poutine boit du bon lait, parce qu'il comprend clairement que cette Europe qui s'est longtemps vantée d'être puissante
d'être prospère, d'être industrialisée, se retrouve aujourd'hui être une Europe vassalisée qui ne vivait que sous la perfusion des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire face à une puissance militaire où, actuellement, dans le monde, nous avons l'armée la plus expérimentée sur le terrain, c'est la Russie. Et la deuxième armée, c'est l'Ukraine. Les armées européennes n'ont pas d'expérience sur une guerre d'intensité de ce niveau. Il faut simplement voir comment est-ce que ces armées européennes étaient en train de fuir devant les terroristes en sandales et en moto au Sahel, au Mali. Pendant 10 ans, ils n'ont rien pu faire. Que pourront-ils aller faire en Russie, où il y a une intensité? Et dire que la Russie n'est pas encore en guerre, ce n'est qu'une opération spéciale. Donc, la Russie n'a pas d'écoute au niveau de ce que l'Europe fait. La Russie regarde les États-Unis et c'est là-bas que tout se joue, puisqu'il est dit clairement que si ils parviennent à s'accorder au niveau de l'Europe, ils vont apporter cet accord auprès des États-Unis. Ça veut dire qu'ils devraient encore convaincre les États-Unis à accepter cet accord-là. Pratiquement, la Russie s'en moque et ce que la Russie a vu comme objectif au niveau de la table de négociation ne sera pas influencé par ces sommets et ces décisions de paix ou alors de financement ou de continuité de la guerre par l'Europe. L'Europe est inexistante au niveau de ces négociations. L'Europe est un esclave, je dirais même comme ça, des États-Unis qui ont décidé de les lâcher et de se tourner vers l'Asie et vers les grandes puissances. Et il y a quelque chose que je voudrais dire. Allez-y. Un ensemble de faibles ne peut pas produire de fort. L'Europe est faible. L'Union européenne est faible, militairement parlant. Financièrement, ils sont à plat. Industriellement, ils sont KO. Mais maintenant, que peuvent-ils faire? La Russie est consciente. Parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient battre la Russie sur le terrain. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas pu battre la Russie sur le terrain. Les opérations. Est-ce que sur le plan diplomatique, ils pourront le faire? Je ne pense pas. Et ça n'est fait pratiquement par le grand os. Alors, les participants au sommet de Londres se sont mis d'accord sur 4 principaux points. Il est quand même important de les relever. Le maintien de l'aide militaire à l'Ukraine, l'engagement de Kiev dans les pourparlers de paix, la volonté des dirigeants européens de dissuader toute future invasion russe de l'Ukraine et la formation d'une coalition de volontaires pour défendre l'Ukraine et y assurer la paix. Le Royaume-Uni donnera également à l'Ukraine l'accès à 1,6 milliard de livres sterling, soit environ 2,01 milliards de dollars pour acheter de nouveaux missiles. Alors, cette configuration actuelle, Adama Inassé, creuse-t-elle davantage le fossé qui existe actuellement entre l'Europe et les États-Unis sur la question ukrainienne? Oui, vous savez, dès le départ, nous tous, nous savons que l'OTAN a pour soutien principal les États-Unis. Et leur choix, en tout cas leur décision, est très importante dans les choix de l'OTAN. Maintenant, sous la direction de Donald Trump, qui trouve que la guerre en Ukraine a été une perte de temps et une perte de moyens, je pense que ici, l'Union européenne et les États-Unis ne parlent pas, en tout cas, le même langage. Pendant que l'administration Trump est en train de voir dans quelle mesure il faut revenir à la paix, dans quelle mesure il faut apaiser et passer outre cette question de guerre en Ukraine, les Occidentaux sont en train de tout mettre en œuvre pour attiser le feu et en tout cas maintenir la guerre. Il faut noter que quelque part, ils ont leur intérêt parce que, comme je l'ai dit, ils cherchent coûte que coûte à faire main basse sur toutes les ressources dans le monde entier et donc la paix ne les arrange pas. Vous voyez déjà l'aide des 1,6 milliard de livres sterling. D'après le représentant britannique, il disait que ça ne vient pas du contribuable anglais, mais plutôt des fonds gelés russes au niveau de leur territoire. Déjà ici, ce n'est pas une manière de négocier la paix en utilisant moi mes fonds gelés pour soutenir mon co-belligérant.
mon adversaire. Et donc ici, il faut noter que les Occidentaux ne partent pas en ligne de bataille pour la paix, mais plutôt s'associent pour attiser la guerre. Pendant ce temps, les États-Unis sont en train de tout mettre en œuvre, chercher même à rencontrer Poutine pour discuter des éventuelles issues pour la paix. Donc, nous trouvons ici que les Occidentaux, l'Union européenne, est en train d'aller à l'encontre des États-Unis, qui déjà les a laissés tomber et même a déjà demandé à l'Ukraine soit un remboursement, en tout cas, ou de remercier les Américains pour les avoir soutenus. Donc ici, il n'y a pas de débat. Les Occidentaux sont en train de parler un langage autre que ce que leur soutien principal est en train de tenir. Et là, nous pensons que la Russie s'en fout, en tout cas de leur excitation. La Russie attend le dernier mot des États-Unis, s'il faut attaquer ou pas. Mais il faut noter que, quoi qu'il en soit, cette guerre, nous pensons que la Russie ne va pas la perdre. Si nous nous référons d'ailleurs aux 2 guerres mondiales, il faut noter que la Russie a beaucoup aidé dans la victoire. Et donc, l'expérience sur le terrain des Russes, leur niveau d'équipement militaire stratégique, nous pensons que les Occidentaux sont en train de s'exciter inutilement. Ce qui serait mieux pour eux, c'est d'écouter les États-Unis, apporter une période de paix dans le monde entier et chercher à voir dans quelle mesure on peut cohabiter paisiblement sans vouloir forcément étendre l'OTAN vers la Russie. Et la Russie aussi n'a jamais voulu étendre son territoire vers les territoires occidentaux. Chercher la paix serait mieux que de vouloir s'exciter et à vouloir réarmer l'Ukraine en voulant envoyer des volontaires pour le maintien de la paix qui ne seront autres que des supplétifs pour l'armée ukrainienne. Donc, c'est mieux pour eux d'écouter les États-Unis et de négocier avec la Russie pour une paix durable que de vouloir vraiment renforcer l'Ukraine militairement, qui est, comment dire, la position inverse de la Russie qui veut démilitariser l'Ukraine pour la rendre neutre. Donc, je pense que les Occidentaux sont en train de jouer à leur perte. Et comme la Russie l'a dit, il lui suffit d'une seule missile pour détruire la France, une seule missile. En tout cas, la guerre entre la Russie et l'Europe, je pense que l'Europe ne va pas s'en sortir. Maintenant, c'est les États-Unis que la Russie est en train de regarder. Si les États-Unis est penchant vers la paix, nous pensons que ce serait mieux pour les Occidentaux d'écouter les États-Unis et de souffler aujourd'hui, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, économiquement, l'Union européenne n'arrive pas à tenir, particulièrement la France qui en souffre beaucoup. Moi, je pense que Macron ferait mieux de jouer bas la terre et d'inviter les autres dirigeants européens à jouer bas la terre et à ramener la paix en Ukraine, ce qui sera vraiment une très bonne chose pour l'Union européenne et peut-être aussi pour d'autres contrées qui souffrent de cette crise. Voilà.